Donc on va ouvrir Blender, hein, du coup, parce que oui, on peut faire du compositing dans Blender, et Blender le fait très bien, d'accord? Et ce que je vais te montrer aujourd'hui, en fait, c'est le fonctionnement de base du compositing. Je sais que c'est un truc qui est pas évident, parce que c'est nodal, et on fait, oh, nodal, ça fait peur. Alors qu'en fait, ça va, ça se passe assez bien, et c'est assez facile à gérer finalement. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, le compositing dans Blender se passe dans ce truc-là, qui s'appelle compositing. Là-dessus, jusque-là, tout va bien. Et il y a deux trucs intéressants. Le plus important, c'est celui-là, qui va être finalement ton, si je puis dire, ton espace de travail, en fait. C'est là que tout va se faire. Et le reste, ici et ici, d'ailleurs ça on peut le virer, c'est finalement le résultat, où est-ce que tu vas avoir ton résultat, d'accord? Alors ici du coup ce qu'on va faire c'est, on va commencer direct. Alors pour faire du compositing dans Blender, déjà le premier truc à faire c'est cocher ici Use Node. Et tu arrives du coup dans cette interface nodal qui va te permettre de faire du compositing. Mais déjà il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est le compositing? À quoi ça sert? Le compositing, en fait, c'est un élément qui va te permettre de retoucher ton image une fois qu'elle est rendue. Alors tu vas me dire, quel intérêt de faire ça, hein? Pourquoi pas directement faire ton rendu et puis c'est tout, quoi. En fait, c'est parce que modifier une image une fois qu'elle est déjà calculée, c'est infiniment plus simple et ça te permet de faire des choses que tu pourrais faire en 3D, mais de manière beaucoup plus complexe. Ça te permet de faire des fakes, de rajouter des choses, de faire des choses qui soient pas correctes physiquement, d'accord, mais d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteuse en calcul. Donc c'est très cool. Et du coup, on va se servir du compositing pour faire plein de choses très intéressantes dont on va parler aujourd'hui. Donc cela étant dit, on va voir comment faire ça, d'accord? Donc le premier truc à faire, c'est d'avoir une image à compositer, d'accord? Il faut savoir qu'il y a deux solutions dans Blender d'avoir une image à compositer. Ou tu peux importer directement ton rendu, comme j'ai fait là. Donc pour ça, il suffit d'aller faire Shift A, ajouter, et t'as un qui s'appelle Render Layer. Et le Render Layer correspond finalement au rendu que tu viens de faire dans ta scène directement, d'accord? Ou alors tu peux ajouter une image directement, ou des images, en faisant Input, Image ici, ok? Alors nous, on va utiliser un render layer, on va faire un rendu ensemble rapidement, ce sera l'occasion aussi de faire un petit peu de prod, et on va voir un petit peu comment on ferait fonctionner notre compositing là-dessus, d'accord? Alors je vais tout supprimer, ici je vais créer un plan, Shift A, plan, hop, plane, et je vais simplement créer un petit monkey, ok? Ça c'est mon singe. Ce singe là, je vais le smoother, d'accord? Alors pour faire ça, c'est vrai que je le fais assez souvent de manière instinctive, mais pour smoother mon monkey, en fait du coup je lui mets deux paramètres très importants. Du coup, le premier modifieur que je lui mets, c'est une subdivision. Ok, subdivision, ça va permettre de pouvoir adoucir l'objet. En fait, ça va prendre les faces, ça va les subdiviser d'une manière à l'adoucir. Donc, ça va de 1 subdiviser tes faces et de 2 l'arrondir, d'accord? Donc, pour ça, c'est comme si je faisais un modifieur ici, subdivide. Ok, subdivide. Là, subdivision de surface. Ok, c'est la même chose. Sauf que moi, je le fais avec CTRL et le 1, 2, 3, pas du pavé numérique, mais au-dessus, tu vois, au-dessus de ton clavier. Et en fait, du coup, ça met automatiquement la subdivision avec un niveau de 3 ici. Ok. Donc le niveau, c'est le nombre de fois où ça subdivise. Hein. Donc on a notre petit singe. D'accord. Hyper cool. On va faire un petit shade smooth ici pour ne pas voir les faces. Tu vois, si je fais shade flat, on voit la délimitation de chaque face. Si je fais shade smooth, Blender va faire une moyenne de la couleur de chaque face pour que du coup, tu aies un truc bien lisse, bien beau. Donc ça, c'est génial. Ok. On va prendre notre Suzanne et on va en faire plein partout parce que Suzanne, c'est stylé quand même. Donc on va en faire ici. Hop. Alors pas de plan. Hein. Suzanne. Pour dupliquer Suzanne, on va appuyer sur Alt D, ce qui permet de dupliquer Suzanne, mais sans pour autant dupliquer la donnée qui est à l'intérieur. Ce qui fait que maintenant, si je modifie Suzanne à un endroit, il est modifié aux deux endroits en même temps, d'accord? Ça a deux avantages. Déjà, si je veux faire une modification sur Suzanne, ça permet de le faire en une fois pour tout le monde. Et de deux, ça permet, et surtout, du coup, par rapport au premier avantage, de ne pas utiliser beaucoup de mémoire. Parce qu'en fait, l'information de Suzanne est enregistrée une seule fois dans la mémoire, d'accord? Et c'est une référence à chaque fois. D'accord, donc c'est très intéressant et on utilise ça beaucoup dans les films pour avoir des gains en mémoire parce que ta mémoire sur un ordinateur n'est pas illimitée, évidemment. Maintenant, je vais en mettre un peu plus des Suzanne, d'accord. Alors, avant de faire ça, d'abord, c'est vrai, je vais d'abord mettre le pivot de Suzanne, donc son centre ici, je vais le mettre au niveau du sol. Comme ça, quand je vais scaler Suzanne pour mettre plusieurs tailles, et ça va scaler depuis le sol ici. Donc comment je fais ça? Et tu vas dans Outils ici, donc le petit truc Tool là. Et là, tu as Transform et tu fais Affect Only Origin. Et du coup, quand je vais déplacer maintenant Suzanne, ça va déplacer directement son pivot. Et je vais mettre au niveau du sol. Maintenant, ça me permet de, du coup, quand je décoche Origin, de scaler directement Suzanne depuis son sol. Ça va être beaucoup plus pratique, ok? Donc, ceci étant fait, du coup, avant de dupliquer toutes mes Suzanne, je vais commencer à placer ma caméra, histoire de voir un petit peu ce que je fais. Donc, ici, je vais prendre ma caméra. Donc, Shift A,
caméra, d'accord, ça crée une caméra. La caméra va dire en fait à Blender de quel point de vue je rends mon image, ok. Bah, c'est vraiment, c'est le principe d'une caméra classique quoi. Sans caméra, tu peux pas faire de rendu. Et pour la mettre, imaginons j'ai envie que ma caméra elle soit dans la vue 3D où je travaille. Tu vois, genre je trouve que là c'est une belle vue, tu vois, par exemple. Bah, je peux faire CTRL ALT 0 du pavé numérique et ça va me permettre du coup de snapper la caméra que j'ai sélectionnée directement dans ma vue. Regarde, ouf. Tu vois, directement la caméra est venue se snapper directement dans ma vue, hein, pour te prouver, d'accord. Si je sors de la caméra en appuyant sur 0 de mon pavé numérique, tu vois que ma caméra s'est déplacée exactement où j'étais. 0 pour sortir, entrer la caméra. Du coup, on a notre caméra en place. Moi, les rendus que j'aime bien faire, c'est des rendus plutôt en 1901 par 804 plutôt que 1901 par 1080, donc dans les paramètres de rendu ici. D'accord, donc c'est le ratio de ton image, hein, simplement. Pourquoi 804? Parce que ça correspond à un ratio de 2,39, ce qui est en fait le ratio de la plupart des films au cinéma aujourd'hui. Même si, bon, avant, c'était assez standardisé, tu avais vraiment des formats pour des trucs, etc. Et le format de la télé qui était du 16/9, le format du cinéma de 39, etc. Mais il faut voir que plus on a avancé avec le temps, plus en fait c'est devenu un peu YOLO et tout le monde met un peu le format qu'il veut. Aujourd'hui, tu as des formats en A81, tu as des films en 2.1, en 2.39, en 2.38. Bref, moi j'aime bien le 2.39 parce que ça donne une image allongée. Pourquoi c'est intéressant d'avoir une image allongée? Parce qu'en fait, ça correspond à la manière dont tu vois le monde, hein, dans la vie. Dans la vie, tu as une vision très allongée et le 2.39, c'est la vision la plus proche qu'on a des yeux. De mémoire. Alors je sais plus si c'est le 2.1 ou le 2.39 à vérifier. Bref, donc voilà, c'est une manière de raconter et de cadrer que moi j'aime bien. Après, évidemment, libre à toi de faire ce que tu veux. De toute façon, ça c'est vraiment les goûts et les couleurs. Donc une fois que ça c'est fait, je vais faire un autre truc aussi dans ma caméra que je déteste. C'est moi je déteste voir le tour parce que ça m'énerve de voir un truc que je verrai pas au rendu. Donc je vais aller dans ma caméra ici, dans les paramètres de ma caméra. Tu vois, pour que je vois ça, il faut que ma caméra soit sélectionnée. Sinon ça marche pas, regarde. Tu vois, là je vois plus. Hop. Donc je sélectionne ma caméra, ou je peux la sélectionner dans mon outliner ou directement dans le viewport en cliquant sur le carré ici. Et je viens ici dans viewport display et il y a un truc qui s'appelle passe-partout, je vais le mettre à 1. D'accord? Donc tu vois en fait c'est l'opacité qu'il y a autour. Et du coup comme ça je suis sûr de voir seulement, d'accord? Et je vois pas le tour. Comme ça je suis pas perturbé parce qu'il sera pas dans mon plan. D'accord? Un autre truc aussi, c'est imagine j'ai envie de déplacer ma caméra, tu vois. Et là, c'est con parce que si je déplace ma caméra comme si c'était une vue, je sors de ma caméra. Alors, deux solutions. Première solution, c'est de jouer en fait. Tu la sélectionnes ta caméra et tu appuies sur R pour la tourner. RR pour la tourner de manière avec sur les deux autres axes. Donc R, ça va tourner la caméra sur cet axe-là. Ce qui est pas très intéressant. Souvent, c'est rare qu'on va faire ça avec une caméra. Mais si tu rappuies sur R, là par contre, pour le coup, tu te mets à pivoter comme si c'était une vraie caméra. Et ça, du coup, c'est très pratique. Et tu peux appuyer sur Shift pour aller un peu moins vite. D'accord? Ça, c'est la première chose que tu peux faire. Ou sinon, un truc beaucoup plus pratique, c'est qu'en fait, il faut aller dans View ici, et tu coches ici Camera to View. Et en cochant ça, maintenant, quand je tourne ma caméra, quand je tourne ma vue, de manière classique, hein, comme quand je tourne de la vue de manière classique, si je suis dans ma caméra, la caméra tourne avec, ce qui est vachement plus pratique. Alors, je vais déplacer ma caméra, je vais zoomer pour voir ma caméra en plus grand, je vais recocher, hein, parce que si j'avais laissé cocher en zoomant, je zoome dans la caméra, donc je peux plus faire ça. Et je viens caler mon petit Suzanne ici, de manière très esthétique. Ok, Suzanne étant fait, du coup, on est content. On va maintenant du coup faire la composition pardon, de notre image. Pour faire ça, du coup, bah, il faut ouvrir un autre petit panneau ici. Donc tu peux l'avoir un petit panneau avec la petite croix ici, tu vois. Je peux venir faire ça et ça fait en drag and drop avec mon clic gauche, ça vient ouvrir un autre panneau. Et si je peux passer du coup en vue 3D, je sors de ma caméra en appuyant sur 0 du pavé numérique et nous y voilà. Et là maintenant du coup ce que je vais faire c'est prendre Suzanne et puis je vais là dupliquer un petit peu, tu vois, hop, dans la profondeur, histoire d'avoir des choses un petit peu jolies. Alors c'est vrai que je suis passé en vue de dessus sans te le dire, mais c'est 7 du pavé numérique qui passe en vue de dessus. Ok. Alors je vais prendre Suzanne et j'aimerais bien que toutes mes Suzannes aient des tailles et des rotations un peu random, un peu aléatoires en français. Donc je vais prendre toutes mes Suzannes et en fait il y a une super fonction dans Blender qui peut faire ça pour toi. C'est quand tu recherches F3, c'est random ici et tu fais randomize transform. Et ça tu fais paf. Et là ça fait rien au début, d'accord. Mais quand je fais randomize transform ici, et ben en fait je peux venir randomiser certains paramètres et moi j'aimerais randomiser la rotation sur Z, hein, la rotation vers le haut, donc c'est la rotation sur Z, et donc ici je peux mettre 360 et paf, tous les Suzanne sont tournés de manière différente. Imaginons j'aimerais que ce soit aléatoire mais je voudrais une configuration un peu différente, et ben je peux changer le seed, d'accord, et tu vois qu'à chaque fois c'est différent. Le seed correspond en fait à la manière dont va être calculé ton aléatoire. Il faut savoir qu'en fait en informatique l'aléatoire n'est jamais vraiment aléatoire, c'est en fait un algorithme, hein. Et tu peux mettre en paramètre de cet algorithme un seed qui est en fait un nombre qui va donner un certain résultat. Du coup tu peux changer ce nombre pour avoir du coup des résultats différents. Donc voilà, par exemple moi j'aime bien le seed 42, j'espère qu'il y en a qui comprendront la référence. Et ici je veux aussi randomiser du coup le scale, donc je vais faire even scale, hein, pour être sûr d'avoir un scale identique sur les trois valeurs, pour pas qu'il y ait des trucs qui soient déformés. Et je vais venir du coup, hop, je vois un petit peu avec le scale ici, pour avoir des gros Suzanne, des petits Suzanne, etc.
Hop, lui on va le mettre un peu plus petit, lui un peu plus grand. Lui, hop, et puis on va faire un dernier tout près de la caméra. Voilà. Tac. Alors, on a placé nos éléments, on a une super image très bien composée, n'est-ce pas? Donc, du coup, ça va être l'occasion de faire un rendu, d'accord? Avant de faire un rendu, il faut faire un éclairage, d'accord? Il faut pouvoir composter une image, il faut bien la rendre, et pour la voir, il faut faire un éclairage. Donc pour ça, comment ça marche? Eh bien, c'est relativement facile en fait. Pour faire un éclairage, dans Blender, tu vas venir du coup faire un petit Shift A, Light, ça va te permettre d'ajouter des lumières, et ici, je vais prendre un Sun. Donc un Sun, c'est une lumière qui imite le soleil, et quelle est la propriété principale du soleil? C'est que ces ombres sont toutes parallèles, d'accord? Ça, c'est hyper important. On a cette lumière. Le problème, c'est que j'ai une lumière dans ma scène, mais je vois absolument pas le résultat qu'elle fait. Donc pour voir le résultat qu'elle fait, je passe ici en render, et je fais bien attention à être ici en paramètres de rendu, si là en cycle et pas en Eevee, ok? Je vais pas m'attarder sur le sujet, mais en gros, cycle c'est beaucoup plus facile au début à maîtriser que Eevee, d'accord? Les deux sont très intéressants, mais cycle est bien plus intéressant cycle est bien plus facile pardon, à utiliser que Eevee. Et là, c'est parti, je vais pouvoir, tu vois que du coup la directionnelle, hein, ça fait une lumière vraiment directionnelle directement, d'accord? Donc, qui vient du haut, hyper droite, tout est parallèle, et je vais pouvoir du coup tourner cette lumière pour changer la direction de lumière. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est que peu importe où je bouge mon soleil, ça change rien. Normal, le soleil est infiniment loin, donc sa position n'a aucune importance. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle aussi dans d'autres logiciels une lumière directionnelle. Donc on va mettre une lumière ici, hop, comme ça par exemple. Moi j'aime bien les contre-jours souvent. Voilà, on va mettre un truc assez fort en termes de valeur. Peut-être 3, allez, 4. Et mettre quelque chose un peu jauné. Un poil jaune, doucement. Hop, ceci étant fait, on va du coup ajouter une HDRI. Donc une HDRI, c'est une image qui va permettre d'être répétée et d'éclairer la scène. Hein. Ça va imiter finalement la lumière de l'environnement, d'accord, qu'on aurait nous tous les jours dans la vie de tous les jours. Donc ici, je vais ouvrir un nouveau panneau, je vais déjà expliquer comment faire. Hein. Et je vais dans le shader editor qui va me permettre de faire ça. Je vais dans World, ici. Et dans World, je vais pouvoir faire, et s'il te plaît, tu vois qu'en fait, il y a déjà une valeur hein, ici. Tu vois, je peux l'augmenter. Hein. D'accord, le World là, si je le mets bleu ici, là, tu vois que tous mes objets sont bleus parce que le monde qui entoure mon Blender est bleu. D'ailleurs, je peux te le montrer ici en venant désactiver dans Film transparent. Tu vois que du coup, mon monde est bleu. Mais ce qu'on peut faire ici, c'est directement se dire, ok, cool, je prends ce bleu et je lui mets une image dans la tronche pour qu'on ait vraiment du ciel et des couleurs à proposer. D'accord? Alors, je vais venir ici du coup faire CTRL-T pour activer directement une image et tous les nœuds qui vont bien pour qu'ils soient bien projetés. CTRL-T, ça vient de l'add-on Node Wrangler si tu te poses la question. Et là, je vais ouvrir du coup une HDRI qui contient du coup un ciel, hein, donc je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et par exemple, je trouve que souvent, c'est même pas une HDRI ça, tu vois, mais souvent cette image-là, elle fait des super couleurs. Donc hop, on y va. On ouvre. S'il veut bien. Allez mon petit gars, tu peux le faire. Ok, on a réussi, c'est bon. Donc on va enregistrer ça. Donc le sun, une fois qu'il a été fait et qu'on a notre HDRI pour avoir un résultat réaliste, d'accord, il va falloir faire un autre truc, c'est le flou de focal de caméra. Ça c'est hyper important parce que si le flou de focal de caméra n'est pas bien utilisé ou n'est pas utilisé du tout, on se retrouve avec des choses très bizarres et notamment le fait que tu vois là c'est tout bizarre, tout crénelé parce que genre, tu vois là le manque de définition de ton HDRI. Et du coup, ça, bah, évidemment, tu t'en doutes, c'est un peu embêtant. Donc, on va faire ça de suite. Ceci étant fait, du coup, on attaque du coup le flou de caméra. Donc, je prends mon flou de caméra ici et je viens lui dire, dans les paramètres ici, je viens chercher Depth of Field. Ça, Depth of Field, ça veut dire en anglais profondeur de champ. Alors, la profondeur de champ, en fait, ça va te dire dans ta caméra à quel endroit c'est net et du coup, à quel endroit, par opposition, c'est flou. Il faut comprendre en fait que tu vas avoir un système dans ta caméra qui va dire, ok, par exemple, si je prends le micro, je vais dire, ok, là, le micro est net, d'accord? Et du coup, tout ce qui sera devant et derrière va devenir de plus en plus flou. Je te montre. Je vais dire que par exemple, je vais créer un objet pour lui dire où est-ce que tu dois être net ou flou. Donc ici, tac, je vais créer un objet là, par exemple. Ok. Et dans l'objet ici, d'accord, je vais lui dire, bon bah super, excellent. Je vais te demander de toi être le focus de ma caméra. Donc je prends ma caméra, et là je viens dans Depth of Field, en cochant activé, hein, sinon ça marche pas, et je prends du coup l'empty. Et tu vois qu'en faisant ça, du coup tu vois derrière c'est un petit peu flou ici, et là aussi devant c'est un petit peu flou. Par contre lui, il est complètement net. Alors on a un truc qui est assez intéressant en photo, c'est qu'on a tendance à mettre net l'œil des gens. Donc ici je vais mettre ici sur l'œil, d'accord? Comme ça je sais que c'est parfaitement net.
Je vais taper ici pour ne plus qu'on voit mes détails ici. D'accord? Maintenant que ça c'est fait, du coup, je vais pouvoir faire, bon bah super, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir dire très bien, je prends ma caméra et je vais pouvoir augmenter cette puissance de depth of field. Donc en gros, la puissance de depth of field, c'est ce qui va dire à comment c'est flou. Est-ce que c'est flou beaucoup? Est-ce que c'est flou pas beaucoup? Donc ici, je peux venir dans simplement le f-stop et plus ce chiffre est proche de l'infini, moins c'est flou. Plus ce chiffre est proche de 0, plus c'est flou. Ok? Donc ici, je vais venir, hop, me rapprocher de 0, peut-être un petit 0,5, 0,6, histoire d'avoir un peu plus de flou. Ça peut être du coup vite, ça peut me donner des choses du coup vite assez jolies, en fait, le fait d'avoir ce flou là. Alors par contre, je suis en train de me dire quelque chose, je crois que le... Hop, ceci étant fait, du coup, on va faire un autre truc, on va prendre le ratio ici, d'accord? Et je vais mettre le ratio à 2. En fait, du coup, ça va rendre le flou non proportionnel, et en fait, c'est ce qui se passe pour les caméras anamorphiques. Donc en gros, les bokeh vont être tirés vers le haut comme ça, d'accord? Donc en gros, tu aurais un flou qui sera parfaitement à 0, tu auras des bokeh ronds comme ça. Donc les bokeh, en fait, c'est le flou de chaque valeur de pixels va venir hop, se transformer en rond. Ça, c'est le principe d'un flou classique. Et si tu utilises une caméra anamorphique, en fait, ton flou, au lieu de se transformer en rond, il va se transformer en ovale vers le haut. Et c'est beaucoup plus joli. C'est des caméras qui coûtent une fortune en vrai. Mais là, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça te permet de pouvoir dire « Ah, bah super, je peux le faire gratuitement en 3D. » Donc autant le faire. Ici, pour ça, il faut mettre le ratio ici à 2. Ceci étant fait, on a tout pour faire notre rendu quasiment, sauf un truc, c'est les shaders. Donc on va rapidement faire un shader, 2-3 shaders même pour notre Suzanne. Alors, donc je vais prendre Suzanne ici, d'accord? Je vais lui ajouter un shader en faisant ça. Donc ici objet, j'appuie sur le shader. Et ici, je vais venir directement du coup dire, hey, tac, je passe en rouge, en bleu, etc. Donc je vais lui mettre une couleur du coup un petit peu aléatoire, hein, l'idée de simplement avoir des couleurs, tu vois. Donc par exemple, que j'ai cette couleur-là. Et ce qui sera intéressant, tu vois, c'est que chaque Suzanne ait une couleur différente. Donc ici, on peut mettre un truc qui est assez intéressant, c'est Object Info. Donc un nœud qui s'appelle Object Info. Et tu as ici Random. Et ce Random, il est vachement cool parce qu'il te permet d'avoir, si je le regarde, une valeur différente pour chaque Suzanne. Et du coup, si tu prends ce Random et que tu le mets dans un ramp, et que tu mets ça en couleur, hop, je vais copier cette couleur-là avant, et ben en fait, tu te rends compte que voilà ce qu'on a. Et du coup, je peux venir mettre d'autres couleurs, tu vois, genre celle-là, je peux la mettre en rouge, celle-là, je peux la mettre en bleu, et celle-là, je peux la mettre en, j'en sais rien, moi, rose, tu vois. Et du coup, ils ont tous des couleurs différentes. Et maintenant, du coup, ça donne ça. Ce qui est quand même un peu plus marrant. Hop, je vais enlever le noir, par contre, parce que le noir, c'est jamais très, très sympa. Voilà. Ok. Un autre truc qui serait intéressant, c'est d'avoir une réflexion, donc la place de réflexion ici, qui soit plus intéressante. Et par exemple, que nos petits Suzanne, ils sont en métal là. Donc pour ça, hop, on passe ici la métallique à 1. Donc en gros, on transforme nos objets en métaux. D'accord? Ce qui fait que tu vois, ils reflètent plus la lumière. C'est normal, le métal en fait, c'est simplement de la pure réflexion. Et on va pouvoir jouer aussi avec la roughness. La roughness, c'est le flou de cette réflexion. Plus la roughness est proche de 0, plus on a un miroir, plus la reflèche est proche de 1, plus on a quelque chose de très flou, très doux. Donc nous, on va essayer d'aller chercher un truc assez brillant, assez peu net, enfin assez net plutôt, et on va mettre ça un peu d'aléatoire là-dedans. Pour ça, rien de mieux qu'un petit noise. Hop, le noise va nous permettre d'avoir une valeur entre 1 et 0, donc noir et blanc, et on va pouvoir mettre ça dans la roughness, et du coup la valeur de la roughness sera différente à chaque fois. Je te montre, hein. Tu vois que là maintenant la roughness elle est un peu différente. Ce qui est cool du coup, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que je peux venir déformer ma roughness avec le random qui est ici, et du coup on a une roughness à chaque fois différente ici. Alors on va peut-être faire un petit vector generate. Alors désolé, ça va être un poil compliqué, mais promis, c'est pas si compliqué que ça. Je prends mes vecteurs coordinate, ici generate, d'accord? C'est ce qui me permet de déformer mon noise, d'accord? Ce vecteur-là me permet de dire où est mon noise sur chaque objet. Et ce qui serait intéressant, c'est que là, le problème, c'est que là, quand je prends ce noise-là, il est vraiment partout pareil, tu vois. Là, la tâche là, c'est la même que là. Pour changer ça, je peux multiplier mon vecteur de generate par cette valeur-là de random. Pour ça, il me faut un vecteur mat, d'accord? Faire un multiply, et je multiplie cette valeur-là par cette valeur-là. Maintenant, du coup, j'ai ça. Tu vois que chaque valeur est un peu différente. Et du coup, je vais pouvoir mettre ça là-dessus. Et du coup, maintenant, j'ai ça. Et du coup, chaque noise est un peu différent. Ok? Je peux même faire un add si j'ai envie pour changer les choses, tu vois. D'accord? Et d'ailleurs, l'add ici a l'air de mieux fonctionner. Surtout si je prends le random et que je le multiplie par 10, on va avoir un élément encore plus vénère. Bref, donc c'était la petite astuce du jour pour déplacer un élément sur plusieurs objets en même temps. Je vais prendre le noise, je vais le rendre un peu plus complexe ici, mettre un petit peu de roughness, un petit peu de détail surtout, moins de scale. Et puis on va rester comme ça, je pense. On va venir aller mettre un petit map range. Le map range, c'est toujours intéressant pour se dire, ah bah super,
j'aimerais avoir une valeur plus contrastée, tu vois, plus de noir. Donc quand c'est noir, ça reflète plus, hein. Il y a moins de roughness. Et plus de blanc, comme ça contraste, tu vois. Et on verra mieux le noise dans Suzanne. Tu vois que c'est vrai que c'est un peu plus intéressant. Allez, ceci étant fait, on va s'arrêter là. C'est pas la meilleure image du monde, on est d'accord. Mais ça nous permet d'avoir quelque chose qui est un minimum intéressant à compositer. Je vais juste faire un dernier petit truc. Juste un dernier petit truc. Je vais venir ici, je vais créer un cylindre. Ce cylindre, je vais, de la même manière que le singe, le subdiviser. D'accord? Alors tu remarqueras qu'il est subdivisé trop nul. D'accord? C'est parce qu'il faut rajouter un bevel par-dessus. Hop. Pour avoir quelque chose comme ça. Ok? Beaucoup mieux. Et je vais venir mettre ce cylindre ici. Hop, on va le déplacer. Et ce cylindre, je vais lui mettre un nouveau shader qui va juste s'appeler émission. En fait, ce sera juste un shader qui va faire de la lumière. C'est pour te montrer une petite astuce en compo qui est sympa. Hop, ici on va lui mettre du bleu. Voilà, et on va mettre ça à blinde. Ok, voilà un petit peu l'idée. Maintenant qu'on a ça en place, on va juste avant de venir faire notre compo, retravailler rapidement ce qu'on va sortir dans le compo. Ok, donc pour ça, ça se passe dans ces paramètres-là. Ici, ici et ici. D'accord? Donc ici, je vais venir directement dans mes paramètres de rendu, parler un petit peu d'un truc tout bête, juste ici, prendre le sampling et le laisser à 256, c'est très bien. On va pas parler du reste aujourd'hui, c'est pas le sujet. Ce serait beaucoup trop long et ça mériterait honnêtement un live rien que sur ça, et en plus j'en ai déjà fait. Un autre truc intéressant par contre, ça va être de jouer sur cette partie-là, ici, les render layers. Et je vais sortir pas mal de choses, notamment la mist qui est déjà cochée. La mist, ça va nous sortir une passe de noir et de blanc qui va nous représenter la profondeur de notre scène. Tu vas voir, c'est hyper intéressant et on va voir comment on va l'utiliser. Mais aussi surtout l'ambient occlusion qui est là, qui est déjà coché aussi. Et la passe d'émission, ça va être important pour moi. Ok, on va se passer aussi la base d'environnement. Je pense qu'on aura tout. Donc la base d'environnement, ça va juste sortir l'environnement sans les objets. C'est très pratique pour faire plein de trucs, tu vas voir. Ceci étant fait, maintenant, je vais juste faire déjà un rendu pour te montrer ce que ça donne et à quoi correspondent les différentes passes qu'on vient de sortir, les différents trucs qu'on a cochés là, d'accord? Les différentes passes, il faut vraiment que tu vois ça comme des informations différentes de ton image que tu vas pouvoir utiliser pour faire ton compositing. Alors là, il me fait ça, il me fait je veux pas faire un rendu. C'est parce que dans mon compositing, je n'ai pas mis de nœud composite. D'accord? Donc pour l'instant, je vais juste décocher use node pour qu'il puisse me faire mon rendu sans m'embêter. Et je te parlerai du nœud composite après. Donc super, on a un rendu. On va regarder un petit peu à quoi correspondent les passes que j'ai sorties. Donc dans Viewer ici, j'ai plein de trucs. Hein. Ça correspond aux trucs que j'ai sortis en fait tout à l'heure. Notamment ici, l'environnement. Donc l'environnement, on l'a dit, hein, c'est simplement l'environnement sans le reste. D'accord? Très pratique pour faire plein de trucs, tu verras. La mist, du coup, je t'ai dit, hein, en valeur de gris, du coup, ça va être la profondeur de ton image. D'accord? Alors là, on va juste la regarder rapidement. On va passer en color. Ouais, là, je crois que ma mist, par contre, elle n'est pas assez. Ici, je vais regarder. On est à 0,03. Ouais, on n'a pas assez de nuances par contre dans la mist, donc on va aller la contraster. Je vais te montrer comment faire. L'émission, ça sort que ce qui est clair, donc ça c'est super pratique, je vais te montrer pourquoi après. Et du coup après, bon, l'ambient occlusion, c'est simplement les zones de contact, c'est super pratique pour faire des trucs réalistes, on s'en sert très souvent. Et après du coup la combine, c'est toute ton image. Hein. Donc je vais rapidement du coup, avant de commencer le compositing, juste contraster la mist, parce que là la mist elle est beaucoup trop vénère. Donc pour ça, ça se passe dans les paramètres de world, et la mist passe ici. Tu as le début et la fin, ok. Alors c'est pas très pratique de travailler avec ça parce que tu vois pas ce que tu fais. Donc pour voir ce que tu fais, tu prends ta caméra ici, tu viens dans ces paramètres, encore une fois viewport display, et tu coches mist. Ça te permet de voir où est-ce qu'elle démarre et où est-ce qu'elle s'arrête. On voit qu'elle s'arrête quand même sacrément loin. Donc ici du coup, je vais pouvoir mettre par exemple 100 mètres, voilà. Là ça m'a l'air pas mal, d'accord. Et puis je pourrais la faire démarrer à la première, au premier singe. Voilà. Donc, si je refais un rendu, tu vas voir qu'on aura une mist beaucoup plus contrastée et du coup beaucoup plus facilement utilisable en compositing derrière. Hop. Ici, si je prends un mist, tu vois, on a quelque chose de bien plus gérable. Ok. Et la mist, du coup, ça représente vraiment la profondeur de ton image et c'est hyper important parce que ça va te permettre en compositing de faire une atmosphère en fait. Ça, c'est très cool. Alors, la NV production, la def, ça sert à quoi? Ok, la différence entre la def et la mist. En fait, la différence, elle est très simple. La def, c'est la mist, mais non filtrée. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est filtré? Et ben, je te montre. Hop, tu vois, ici, je sais pas si tu te rends compte, mais la def, tu vois, il y a des espèces de points partout sur l'image, en fait, ici. D'accord? Et bien, ça, c'est une passe de mist non filtrée. Une passe de mist non filtrée. Et la passe de mist classique, tu vois, ici, elle est... Hop, tu vois, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment flou, c'est doux.
Et en fait, c'est parce que les deux vont être utilisés pour des choses différentes. La passe de Mist va être utilisée pour faire des masques, pour faire de l'atmosphère, pour faire plein de trucs. Et la passe de Death, elle va être utilisée comme information pour pouvoir ajouter du flou de focal en compositing. Mais c'est souvent assez crade et franchement, honnêtement, c'est pas très utilisable aujourd'hui, je trouve. Y a Nuke qui le fait vraiment bien, mais même Nuke, il y a tout le temps des livrets et tout, c'est un bordel. Rien ne vaut un flou de focal en 3D, honnêtement. Voilà, la def va être aussi utilisée pour plusieurs informations, genre quand tu vas faire du flou de mouvement en compositing, tu pourras utiliser la def pour pouvoir savoir quel objet passe devant l'autre. Plein d'informations comme celle-ci. Et du coup, la def, quand tu fais du flou de focal, du flou de mouvement ou d'autres informations, pour savoir où est tel objet, il faut qu'elle soit non filtrée, d'accord? Parce que quand elle est filtrée ici, bah, comme il te fait une moyenne de gris, bah là à ces endroits-là, tu sais pas quel objet est quoi. Et du coup, ça va te donner des liserés en fait en compositing. Par contre, si tu as une mist, d'accord? Là, l'atmosphère, il faut absolument que tu aies ces liserés-là, sinon tu as une espèce de liseré dégueulasse autour de chaque objet, c'est infâme. Ok? Donc, moi, personnellement, j'utilise quasiment tout le temps que la mist parce que ça m'arrange qu'elle soit filtrée, mais c'est parce que je fais mon flou de focal en 3D. Si je faisais mon flou de focal avec le compositing, je ferais grâce à la def parce que la def est non filtrée. Mais encore une fois, c'est méga crade. Ici, du coup, je vais venir dans le compositing, cocher Use Node, d'accord? Et pour importer l'image que je viens de rendre, je vais aller dans Input, ici, Render Layer. Et là, du coup, tu vois que j'ai toutes mes infos qui sont là. D'accord? Pour tout voir, pour tout afficher, j'appuie sur CTRL-SHIFT, clic gauche. D'accord? Encore une fois, ça vient de l'add-on Node Wrangler. Et ici, je peux venir directement choisir ce que je regarde ici. D'accord? Donc ça correspond à toutes les images de ma 3D. Ok? Et ici, je vais prendre le Viewer Node qui est celui-là. Ceci étant fait, du coup, on va commencer notre compo. On va essayer de parler de comment ça marche. Le premier truc à faire en compositing, c'est eh bien de se dire, bon, bah très bien, j'ai une image. Il va déjà falloir mettre les passes entre elles, quoi. Donc le premier truc à faire, c'est de venir multiplier l'ambient occlusion et l'image. Donc ici, je viens ajouter un mix, d'accord? Le mix va servir à mixer deux images entre elles, ok? Et je peux venir du coup prendre l'image, l'occlusion. Donc pour l'instant, j'ai juste ça, hein, que l'occlusion. Je peux mettre plus ou moins d'occlusion, plus ou moins de mix, mais ça n'a pas trop d'intérêt. L'avantage qu'on a avec l'occlusion, c'est que, là on a beaucoup de chance, c'est qu'en fait, c'est blanc sur noir. Et nous, en fait, finalement, ce qui nous intéresse dans l'occlusion, c'est seulement le noir, d'accord, de nos ombres, pas le blanc. Et là, il y a un calcul mathématique qui s'appelle Multiply, qui permet de faire exactement ça. Si j'arrive à le trouver, voilà. Du coup, ça a exactement donné ici. Ça a laissé les ombres, d'accord, mais garder le noir. C'est intéressant. Ça a tendance à être un peu vénère la mist, donc moi j'ai tendance à la rendre un peu moins forte. On se rend compte qu'il y a un truc super relou avec l'occlusion, je vais d'abord la laisser à 1, c'est qu'en fait ça nique mon environnement. Ça c'est pas dingue comme idée. Donc pour faire ça, eh bien il y a plusieurs solutions. La première solution, ça peut être de dire, bah moi je m'en fous, et je viens rajouter mon environnement qui est là, après coup, en addition. Puisque l'addition, du coup, l'environnement c'est ça avec du noir. Et du coup, le noir, quand tu le mets en addition, il disparaît. Ok? C'est deux trucs que tu dois retenir en compositing. Le mix en multiply, ça fait disparaître le blanc. Le mix en addition, ça fait disparaître le noir. Si t'as compris ça, t'as tout compris. Du coup, juste ajouter l'environnement pour te montrer ce que ça donne. Donc, hop. Add. Ici, donc je prends le résultat de cette image-là, je mets là. Je mets l'environnement. Et que tu vois que du coup, ça rajoute l'environnement et qu'on n'a pas de problème, tu vois. Avant, après. Ok? Et ça, c'est une bonne solution. Et honnêtement, ça marche. Là, pour le coup, ça marche très bien. Un autre truc qui peut être aussi intéressant, plutôt que de faire ça, ou en faisant les deux, c'est de venir en fait dire à mon mix ici de pas utiliser le noir là en fait. Et pour ça en fait il suffit de prendre en facteur du coup l'alpha de mon image. Tu peux utiliser du coup la mist en fait en masque ici. Tu peux utiliser ça en fait pour le masque de ton occlusion. Et du coup tu dis ça, je viens le mettre là. Du coup là j'ai l'occlusion que qui est derrière, pas très intéressant, nous on veut l'inverse. D'accord? Bien comprendre en fait que le blanc et noir là c'est 0 et 1. Et là, la facteur, ça va te dire où est-ce qu'il y aura de l'occlusion. Donc quand c'est 0, il n'y en a pas. Quand c'est 1, il y en a. Donc là, ici, ça dit je veux pas d'occlusion ici, je veux que l'occlusion qu'au bout. Mais non, moi je veux que l'inverse, que l'inverse. Donc il faudrait que ce soit l'inverse. Bah, c'est tombe bien, il y a un nœud qui s'appelle invert qui permet d'inverser, du coup, les deux. Du coup, maintenant, quand je regarde ça, on a ça. Génial. On a ça. Et du coup, on a l'occlusion que devant et pas derrière. Et du coup, on n'a plus de problème pour notre environnement. D'accord ? Donc ça peut être une deuxième solution pour le faire. Alors attention à bien du coup venir clamper pour que notre environnement soit noir. Du coup, nous, on va pas de toute façon utiliser cette solution-là, on va utiliser la solution que je t'ai montrée ici. D'accord? Mais tu vois qu'il y a deux solutions de le faire. Alors, hop. Ceci étant fait, du coup, on a les deux en place. D'accord? Ici, ici. Du coup, on passe à la suite.
Deuxième règle, c'est du coup de venir ajouter notre mist, d'accord? La mist va servir à faire de l'atmosphère. Et ça va être très sympa parce que du coup, je vais pouvoir dire, super, là j'ai une image, mais elle fait un peu 3D. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici et ici, j'ai exactement le même contraste. Alors que dans la vraie vie, en fait, sur la Terre, il y a des molécules d'air qui ne sont pas parfaitement transparentes. Et comme elles ne sont pas parfaitement transparentes, du coup, et ben en fait, elles vont bleuifier au fur et à mesure qu'il y en a ton image. Donc plus t'en as, plus c'est loin, hein. Plus tu regardes loin, plus tu as de molécules d'air qui sont entre toi et ce que tu regardes. Du coup, plus ce que tu vas voir va être bleuifié. Pour imiter ça dans la 3D, on vient du coup ajouter un autre mix ici. Mais là, juste un mix de normal, d'accord? Donc ici, mix tout court. Donc là, tu vois, je rajoute en fait un voile de couleur sur mon image que je mets de bleu, comme l'atmosphère, tu vois. Ok. J'ai un voile de couleur que je vais ajouter sur mon image. Et je vais le faire du coup depuis le masque de la mist. Paf. Et du coup, j'ai du bleu derrière, pas de bleu devant. Ok. Donc voilà un petit peu l'idée. Tu vas me dire, ok super, mais on voit plus l'arrière-plan, c'est dégueulasse. Je vais te dire, oui, tu as raison. C'est parce qu'en fait, il faut venir prendre cette mist et rejouer et travailler avec, notamment du coup avec une curve. Moi, j'aime bien le faire avec une curve, ça permet vraiment de contrôler de manière très précise la manière dont tu vas gérer l'étalement de la mist, hein, comment le noir va passer au blanc. Déjà, on veut pas du blanc pur derrière, on veut peut-être du 0,5, ok, pour continuer à voir l'arrière-plan. Et après, on va pouvoir, enfin moi j'aime bien pousser un peu la mist un petit peu comme ça, d'accord. Et on va passer une couleur un peu moins sat, je pense. Voilà, ok. Et là, en fait, on a vraiment quelque chose, tu vois, avant, après. 3D, pas 3D. Ça fait absolument tout, en fait. Absolument tout. Du coup, ici, j'ai ajouté mon atmosphère, c'est cool. Mais mon image, elle manque un peu de peps, quoi, si je puis dire. Et ça, c'est parce qu'en fait, ça manque de glow. Qu'est-ce que c'est le glow? Le glow, bah, si tu vois, quand je mets ma main là, ma main, tu vois, elle n'est pas parfaitement détourée. Tu vois, là, le blanc passe sur ma main, d'accord? Et c'est ça le glow. Le glow, c'est en fait le fait que la lumière qui va être derrière certains objets va baver sur ton objectif et du coup, ça va venir passer sur devant les autres objets. Pour mettre du glow, en fait, c'est pas compliqué. C'est simplement, tu prends le nœud glaire, pardon, de Blender et tu le mets et c'est tout. Et ici, tu viens mettre Fog Glow. Et voilà, t'as du glow. Regarde un petit peu la différence. Avant, après. Et c'est pour ça que je voulais la passe d'émission ici. Alors ça, c'est la première manière de faire du glow. Elle est cool parce qu'elle est pratique et elle marche bien. Donc du coup, moi j'aime bien. Mais après, elle est pas démentielle, dans le sens où t'as pas beaucoup de contrôle dessus, tu vois. Il y a une autre manière de faire du glow que j'aime bien aussi, qui est beaucoup plus contrôlée. C'est de prendre la passe d'émission, d'accord, de la flouter, donc en mettant un blur. Un blur, ça veut dire flou en anglais. Ici, donc un autre blur. Ça me donne ça. Donc je passe ici avec l'algorithme phase gaussien, simplement parce que c'est un algorithme qui est rapide. Et tu vois, je peux flouter comme ça, donc ça floute, ok. Alors par contre, mon phase gaussien, c'est pas très beau là ce qu'il me fait. Pour le coup, on va peut-être passer ça sur un gaussien classique. Ouais, ça n'a rien à voir. Hop, et on va venir... Pas de bokeh non plus. Ah oui, attention, attention. Hop, et du coup, je vais venir mettre ça ici en addition de mon résultat. Et tu vois que ça va donner exactement le même résultat, mais la différence, c'est que comme ton glow il est vraiment séparé, il est bien plus facilement contrôlable, tu vas voir. L'image est là, le blur est là, et ça donne ça. Ok. Et là, on a un glow. D'accord. Donc ça, c'était ça avant, ici. Et là, on a ça. Évidemment, lui, il est beaucoup trop fort, hein, donc on va le rendre beaucoup moins présent, du coup. Voilà. On va le rendre aussi beaucoup plus flou. Ok. Et du coup, là. Là. D'accord. Alors, moi, il y a un truc que j'aime bien avec notamment ce glow-là, comparé à celui-là, c'est qu'il a tendance vraiment à faire un truc qui va vraiment rééclairer l'image. En gros, on a vraiment un calcul sur la lumière ici qui est plus intéressant, je trouve, que quand on fait ce glow-là. Tu vois, on voit, hein, c'est plus éclairé, tu vois, il est plus propre. Par contre, ce que j'aime moins avec ce glow-là, c'est que il est moins contrôlable que celui-là, parce que du coup, tu vois, comme là, je peux gérer vraiment le flou comme je veux, j'ai vraiment un contrôle complet, total, sur le flou de la lumière ici. Contrôle que je n'ai pas ici, où genre j'ai juste une size là de 9, enfin, c'est quand même pas des masses pratiques, quoi. D'accord? Hop, je peux me passer en A ici si je veux. Ok? Donc, voilà un petit peu la différence. Alors, comment il y a moyen de contrôler nos deux glows de manière un peu plus intéressante, si je puis dire? Et ben en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça. C'est de venir prendre directement ce glow-là, d'accord? Et la petite astuce que je vais te montrer, tu vois, elle est très cool. Et de venir le mettre ici en mix à 1. Avec le mix à 1, ce qui est intéressant, c'est que ça me montre que le glow de base. On voit que c'est pas la même chose, exactement le même glow, tu vois. On voit que le glow, tu vois, il est pas flou partout, enfin, c'est un peu plus propre, tu vois. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que ce glow, comme il est de manière séparée maintenant, on va pouvoir l'additionner, du coup,
avec notre image. La lumière, c'est pas compliqué. De toute façon, là, il faut enlever le noir, donc on additionne. Hein. Je t'ai déjà expliqué. Le noir, quand tu mets du noir, quand tu as du noir et que tu veux l'enlever, c'est l'addition. Et du coup, maintenant, ça donne ça. Exactement le résultat que tout à l'heure. À la seule différence que maintenant, on peut contrôler son intensité ici. D'accord? Mais un autre truc très cool, je vais mettre ici en médium parce que c'est un peu lourd. Un truc très cool, c'est que je peux aussi contrôler du coup maintenant la couleur. Parce que du coup, j'ai vraiment l'image à part qui est là. Donc je peux venir mettre par exemple ici un coup, j'en sais rien moi, de curve. Hein. Les curves, c'est très bien pour corriger les couleurs. Et de dire, ah bah j'ai envie d'avoir un peu plus de rouge. Ah, en fait, il y avait très peu de rouge dans l'image là. Tu vois, un peu plus de rouge. Donc regarde ici, on a un peu plus de rouge ici. J'ai envie d'avoir un peu moins de bleu. Tac. Et du coup, le bleu il devient vert. Et ça, honnêtement, sans notre ami, du coup, ce glaire, et sans le fait de l'avoir séparé, on n'aurait pas pu faire ça en fait. Du coup, le fait de séparer par une passe différente le glaire grâce au mix ici au mix à 1, c'est méga cool. Voilà un petit peu ce que je voulais t'expliquer. On pourrait se poser la question, imaginons que j'ai pas envie d'utiliser ce glaire ici, j'ai envie d'utiliser le nœud classique d'émission que j'avais, d'accord? Comment je pourrais recréer ce glow propre, pas flou tout à l'heure que j'avais? Bah c'est assez facile, hein. Il suffit de venir en fait faire un mix entre l'émission ici, d'accord, et l'émission Blu-ray. Et on aura vraiment exactement la même chose, avec un addition. Hein. Donc on a ça, du coup je le blur, ok. Et oh, le phase gaussien, finalement le phase gaussien en fait ça me paraît le plus joli. Ok, et du coup ce que je vais faire c'est venir additionner ces deux valeurs là, et du coup ça me donne ça en fait, d'accord. On a vraiment l'émission qui est nette du coup avec le flou autour, donc ça c'est intéressant. Hop, et du coup si on veut après derrière rejouer ça, bah tu peux venir faire ça plusieurs fois en fait. Hein. Et reflouter du coup le résultat, c'est comme ça qu'on fait un glow à la main. Est-ce que ça a du sens de le faire à la main quand tu as un nœud qui est fait pour toi? Non. Par contre, est-ce que ça a du sens de se poser la question de savoir comment faire? Évidemment, tu t'en doutes, oui. Et tu vois, du coup, on est très proche du glow qu'on avait tout à l'heure. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'on peut venir le réutiliser ici en addition à la place de celui-là, hein, par exemple. Ok? Et tu vois que là, c'est quasiment la même chose. Évidemment, on n'a pas d'autre image. Hein, là, il prend que l'émission. Alors que nous, il prenait aussi les valeurs de notre image qui étaient très éclairées, ce qui est beaucoup plus intéressant parce que le glow se fait partout, pas seulement sur les émissions. Mais du coup, si tu veux gérer un truc différemment, ça peut se faire aussi. Ce qui est intéressant, tout ça s'anime. Hein. Du coup, je peux allumer, éteindre des trucs, etc. Bref, bon, du coup, ça c'était juste pour la petite explication de comment recréer un glow à la main si tu voulais le faire. Alors voilà, du coup, maintenant on a un glow, on a une image, c'est cool, mais il manque encore deux trucs. Le premier truc, c'est le recontraste. Pourquoi? Parce que notre image ici, là, elle a un gros souci. Elle n'est pas contrastée correctement. Ce que je veux expliquer, c'est que si je prends ici l'analyseur, là, le sample, et que je viens regarder un petit peu mes couleurs, là, tu vois en bas ici, à ce niveau-là, tu vas voir, je vais voir mes valeurs de noir, de rouge et de blanc. Et tu vois que mes valeurs de rouge, de noir, bref, je suis jamais à 0 en fait. Ici. D'accord? Je vais être en blanc ici. Là pour le coup, ok, pas trop de soucis. Mais je suis jamais à 0 dans les noirs. Quoique ici, c'est pas mal avec l'occlusion. Donc notre image en fait en tout manque de contraste. Et c'est pas toute l'image qui manque de contraste, c'est surtout en fait ce rendu là, cette image là qui manque de contraste. D'accord? Et c'est bien normal hein, parce que Blender en fait quand il fait son rendu ici, dans l'espace colorimétrique, je suis en filmique. S'il veut bien me le... Hop, filmique. Et ça sert à ça te permet d'avoir plus de couleurs à travailler, mais du coup, ça donne des images moins contrastées. Du coup, il va falloir retravailler ça. Il va juste falloir, du coup, à l'image de base qui est utilisée ici, la recontraster rapidement. Pour ça, il y a un super truc dans les curves. Tu peux venir utiliser ta curve et tu peux venir jouer avec les blancs et les noirs pour dire, ok, je prends les noirs, hop, et je vais les mettre plus noirs. Vraiment être doux là-dessus. Hein. Et je prends les blancs et je vais les mettre plus blancs. Ok. Encore une fois, ne sois pas trop vénère là-dessus. Hein. Ça a tendance vraiment à niquer ton image si tu fais trop fort. Avant, après. Ok, tu vois que c'est très subtil, mais c'est beaucoup plus intéressant. Ok, rien de tempête, je vais du coup sur le contraste aussi, hein, plus ou moins de gamma. D'ailleurs, ça donne un truc, je pense, un peu plus intéressant. Et du coup, maintenant, ce qu'on a, on a rendu. Ok, ceci étant fait, presque quasiment une image pseudo-apocalyptique. Il nous reste un petit truc à faire, deux petits trucs à faire. Allez, c'est trois petits trucs à faire. Allez, on est des fous. On va être des fous. Premier truc à faire, c'est là, on va venir vraiment retravailler la couleur de notre image. Donc pour ça, je vais venir prendre une curve ici sur le truc et je vais venir juste changer la couleur de mon image pour le fun en fait. Donc je sais pas, j'ai envie d'avoir un truc plus bleu peut-être, je mets en bleu. J'ai envie d'avoir un truc moins bleu peut-être, je mets moins en bleu. Ok, donc là je vais venir jouer avec la couleur de mon image. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est avoir des rouges un peu clairs sur le dessus ici, d'accord, et des bleus ici un peu foncés, pardon, dans les ombres.
D'accord, c'est un code qu'on voit assez souvent au cinéma. Voilà. Alors, je vais jouer un peu fort, je pense, avec les bleus. Et je vais peut-être jouer un petit peu avec le vert pour avoir des bleus un peu plus chiants. Ce sera plus joli. Ok. Avant, après. Ok, c'est subtil, hein. Pas la peine de faire des trucs de fou. Et une fois qu'on a fait ça, du coup, on va faire... Bon, bah super. On a notre glow, c'est génial. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est venir faire un vignettage pour pouvoir focaliser l'attention du spectateur. Donc pour faire ça dans Blender, c'est assez facile. Tu peux venir faire un truc qui s'appelle une ellipse, d'accord? Une ellipse, ça fait ça. Et tu vois, si je regarde, hop, ça fait un truc comme ça. Bon, génial. Ça fait une ellipse en noir et blanc. Tu te rends compte que du coup, si je fais un mix, là, et que je mets du noir ici, et que je mets ça en facteur, bon, on se rend compte en fait que, du coup, j'aurai une image qui va venir être noir au milieu, blanc autour. Super, ce qui veut bien que ça soit inversé, ou alors simplement de mettre l'image en bas. Génial, c'est ce qu'on veut, sauf qu'on veut que ce soit flou et beaucoup moins important. On peut déjà du coup augmenter sa taille, hein, ici. D'accord? Et venir augmenter sa height, ici. Et ça, je vais le flouter. Donc hop, je prends un blur, ici, et je le blur. Et bim, t'as une ellipse. Tu veux une ellipse moins forte? Pas de problème. Bah, il suffit de l'agrandir ici, hein, tout simplement. D'accord? C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Hop, et point 4. Dernier truc que j'ai envie de faire, c'est de déformer mon image, notamment grâce à une lens correction. Une lens correction, en fait, ça va imiter la déformation de lentille. Donc pour imiter la déformation de lentille, je viens simplement ici faire un lens distortion. Et là, je vais venir du coup mettre ces deux valeurs à 0,02. Et là, ça donne un truc hyper intéressant, tu vois. Ça vient déformer mes couleurs comme si elles se diffractaient. Et en plus de ça, ça vient déformer mon image comme si c'était dans une lentille de caméra. Et toutes les lentilles de caméra ont tendance à déformer l'image comme ça. Et je vais juste cocher ici du coup fit pour pas qu'on voit le... Tu vois, ça permet de ne pas voir le morceau, donc de rezoomer dedans. Et je vais zoomer aussi, du coup, je vais cocher J-Clear, qui permet de rajouter un noise sur l'image, hyper intéressant, qui fait très cinématographique. D'accord? Et voilà, on a fini notre compositing. Hein. Donc, quand on regarde un petit peu, il n'y a pas tant de nœuds que ça, tu vois. D'accord? C'est vraiment des nœuds assez simples, c'est souvent des curves, en fait. C'est souvent un truc qu'on utilise souvent. Et on passe de l'image ici à ça. D'accord? Laquelle est le mieux? Je sais pas. D'accord? C'est pas une question. D'accord? Ce qui est intéressant, c'était surtout de voir ce qu'on pouvait faire avec le compositing. Ok? Là, tu vois, par exemple, quand je regarde le compo, je trouve que mon image est un poil sombre. Du coup, peut-être que je vais venir repousser ça. C'était surtout pour te montrer ici la quantité de trucs que tu pouvais faire en fait avec le compo. D'accord? Le compo, c'est assez puissant. D'accord? Le compo, c'est vraiment assez puissant et on peut faire vraiment des choses assez sympas. Bon, il faut que je te parle d'un truc. Si t'es comme moi quand j'ai commencé la 3D, tu passes ta vie à chercher des trucs sur YouTube. Un tuto sur telle ou telle technique, ou même pire, tu te laisses porter par les recommandations de l'algorithme. Tu as l'impression d'apprendre plein de trucs, et c'est cool. Mais le problème, c'est que dès que tu ouvres ton logiciel et que tu te mets devant, tu sais absolument pas quoi faire. T'as un peu le syndrome de la page blanche, peut-être même du logiciel gris. Comme si en fait, tu ne connaissais absolument rien. Comme si toutes ces heures, toutes ces nuits passées sur YouTube à te cramer les yeux n'avaient servi à absolument rien. Nada. Que dalle. Bon, déjà, rassure-toi. C'est normal. Je suis aussi passé par là. Le problème que tu rencontres ne vient pas de toi, mais plutôt de ta méthode. En fait, regardez n'importe quel tutoriel, dans n'importe quel ordre, sur n'importe quelle technique, sur n'importe quel thème, sans même savoir s'il correspond à ton niveau, ou même s'il est juste. Ça ne te fait faire qu'une seule chose. Tourner en rond. Ce qu'il te faut plutôt, c'est des cours structurés, qui se suivent, qui reprennent la base, et qui te permettent de créer un projet de A à Z. Et c'est justement ce que j'ai créé pour toi. En fait, j'ai créé un programme de cours qui se déroule sur 6 jours où tu apprends à refaire de A à Z cette image. Pas mal, non? C'est totalement gratuit, c'est sans bullshit et c'est la solution pour enfin terminer ton premier projet 3D. Bref, c'est vraiment par là que tu dois commencer si la 3D c'est quelque chose de sérieux pour toi. Donc si tu veux recevoir ce programme maintenant, clique juste ici. Et on se retrouve de l'autre côté.